Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Laurent Saint-Martin. Bonjour. Alors, la crise sanitaire continue à faire des ravages. On dit ça toutes les semaines, mais c'est vrai. On est à près de 73 000 morts à ce jour en France. Alors, avec dans ce contexte les préoccupations autour des sources mutantes du virus, et puis les interrogations quant à la stratégie à mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut encore reconfiner le pays? Faut-il fermer les écoles? Comment, en tout cas, gagner la guerre contre l'épidémie du coronavirus? Et puis, il a les conséquences économiques, sociales de cette crise. Vous êtes rapporteur général du budget à l'Assemblée, donc c'est des sujets que vous maîtrisez parfaitement. Quelle perspective économique, fiscale et budgétaire pour 2021 et puis aussi au-delà pour 2022? Et puis dans ces conditions, comment faire vivre le débat politique à 5 mois des élections régionales et à 15 mois de la présidentielle? Mais avant de vous retrouver, Laurent Saint-Martin, je vous propose d'écouter le portrait que va faire de vous Judith Mergui. Laurent Saint-Martin, bonjour. Frédéric Aziza, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Alors, monsieur Saint-Martin, vous êtes député LREM du Val-de-Marne, mais vous êtes surtout RGB. Alors non, ce n'est pas une nouvelle orientation sexuelle, Frédéric. Monsieur est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est bien. Mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, rapporteur Quesaco, dans ma jeunesse, qui s'est déroulée, je crois, un peu en même temps que la vôtre, puisque vous êtes mon aîné de quelques mois. Vous êtes de 85, c'est ça? C'est ça, absolument. Voilà, moi 86, donc vous, ça vous fait 35 ans? Absolument. Voilà, moi 23. Donc quoi, si la commission des finances a un problème avec ma façon de calculer mon âge, vous me les envoyez, je leur règle. Ça réduirait vite les déficits. Alors moi, je disais donc, un rapporteur, quand on était gamin, ça pouvait être deux choses. Soit un objet rondouillé, célèbre seulement en cours de géométrie, un petit moret, toujours là, essayer d'arrondir les angles, sans pour autant jamais déroger à la règle. Après tout, rien de tel que l'ordre pour se remettre d'équerre. Mais il y avait un autre rapporteur qui s'est vissé dans les cours d'école de mes années 90. Celui qu'on coursait en lui criant « Rapporteur de Paris, mets ta couche et va au lit !» Ou alors, un petit peu comme Aya Nakamura nous le dirait aujourd'hui. Fouki, voilà, merci. Alors, rapporteur général du budget, ça par contre, autant vous dire qu'on est des dizaines de millions de Français à n'avoir aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Et là, heureusement, vous avez pensé à nous, monsieur Saint-Laurent, parce que vous expliquez... Saint-Martin. Saint-Martin, pardon. Et là, heureusement, vous avez donc pensé à nous, parce que dans plusieurs interviews, vous expliquez justement votre rôle. Et ça, c'est génial. Vous dites, je cite, en gros, c'est très simple. Le rapporteur général, c'est un petit peu comme une courroie de transmission. Laurent, est-ce que vous êtes vraiment dit qu'en nous expliquant ça comme ça, on allait tout comprendre? Je veux dire, en dehors de ceux qui possèdent un double master mécanique Nord Auto, Carglass, va donc chez Speedy, nous les autres, on reste un peu dans le flou. Est-ce que c'est un truc qu'on vous apprend en politique, ça, de nous expliquer un truc qu'on comprend pas par un truc qu'on comprend pas? Moi, j'ai donc fait quelques recherches et je voulais vous dire comment moi je l'ai compris votre job, vous me dites ce que vous en pensez. Imaginez en gros le ministre du budget, en l'occurrence Olivier Dussopt, qui, lui doit définir le budget de l'État. Alors pour ça, il va voir tous ses autres copains ministres au gouvernement et il prend les commandes. Roselyne, je te mets quoi? Une 4 fromages? Mais non, mais pour la culture, mais je ne disais pas pour Deliveroo. Donc voilà, là, chaque ministère donne un petit peu ses petits besoins, sans oublier une nouvelle PS5 pour Bercy, des coupes de cheveux pour l'Élysée, des prostituées pour... là, des dommages, parce que c'est écrit en tout petit, j'arrive pas à lire pour qui. Et puis ensuite, monsieur Budget, il prépare un résumé qui s'appelle la loi de finances. Et ça, c'est l'autre mot pour dire budget de l'État. Oui, parce que comme le sujet est déjà hyper complexe, ils se sont dit, on va donner deux noms pour parler d'un même truc. Et comme ça, les gueux, ils vont s'embrouiller, puis nous, on va se marrer. Bref, le résumé en question, va falloir aller le présenter au Parlement pour qu'il l'accepte ou pas. En gros, qu'il puisse se foutre sur la gueule et tout le tintouin. Sauf que les petits loups au Parlement, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire les tableurs Excel de 75 pages, ils en pichent pas un mot non plus, et donc ils peuvent pas le corriger ou même le comprendre. Et c'est là que vous, en dévoué tampon, en adorable trait d'union, vous faites la navette entre gouvernement et Parlement. Vous vous pointez devant la commission des finances, je pense qu'ils ont chopé les seuls matheux qu'il y avait au Parlement, voilà. Et là, en gros, vous leur traduisez, vous leur expliquez, vous leur clarifiez tout ça dans un gros rapport, où vous donnez aussi bien sûr votre avis, et puis les amendements nécessaires selon vous. Et quand je dis gros rapport, je pèse mes mots, messieurs, dames, parce que pour susciter un exemple, 1937 pages, c'était la taille du rapport de 2006. Alors je me disais, pour celui de 2021, est-ce que vous voulez pas le tweeter, le rapport? Je le fais. Voilà. Mais je renvoie le lien vers le rapport de 1900 pages. Ah ouais, d'accord, parce que j'allais dire, en limitant à 280 caractères, on pouvait faire un peu plus léger. Alors dans la cour de récré, finalement, en fait, on comprend que vous n'êtes pas là
poucave ou la balance en fait. Vous êtes plutôt ce mec qui se balade entre les différents clans, qui prend la température et avec qui tout le monde se met bien parce que c'est le seul d'abord qui sait utiliser sa Casio T89 et qu'on aura besoin de lui en contrôle de maths. Vous avez grandi à Toulouse, alors vous penserez quand même à nous dévoiler qui est le roi du Maghré entre Castex et vous, hein, on verra ça. Après vos études à l'EDEC en Business School, la direction Le Monde, les ONG, des missions au Pérou, Burkina Faso, Ghana, Cambodge, alors c'est sûr que ça change un peu de la ville rose. Et puis ensuite, vous travaillez chez Océo. Et là, on comprend directement votre amour déjà pour tout ce qui est budget, financement et autres sujets un peu sexy comme ça, hein, puisque Océo, c'est entre autres, c'est entre autres Lanvar et Sofaris qui se sont fait un lifting. Et puis en 2016, vous êtes porté par le rêve, la République en marche. Là, vous entrez en campagne finalement activement. Et le 18 juin 2017, Laurent Saint-Martin, vous n'êtes pas seul. Voilà, donc la pire imitation de Gaulle jamais entendue. Mais en effet, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes élu député avec 51% des voix, même un peu plus. Alors vous siégez où ? Eh bien, la commission des finances, comme par hasard, ça nous aurait étonné. Et le 15 janvier 2020, vous êtes élu rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Et ça, c'est classe. Qu'est-ce que je vous disais ? Le mec qui s'entend bien avec tout le monde. En tout cas, si ça peut paraître chiant de s'occuper du budget toute la journée, là, dans une crise pareille, tous les regards sont braqués sur vous. D'ailleurs, j'aurais payé, mais vraiment payé pour voir la tronche du ministre du budget et la vôtre aussi, quand Emmanuel Macron a prononcé le mot « quoi qu'il en coûte ». Ah, ça doit foutre le vertige. Moi, je l'ai imaginé, hein, messieurs, en train de dire « Hein ? Et qu'est-ce qu'il dit, Manu, là ? Non, il n'a pas pu dire quoi qu'il en coûte, il a dû dire juste une petite goutte, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Il avait soif, c'est tout. » Et voilà, car en effet, tous ces milliards à sortir, il faudra bien qu'ils re-rentrent. Alors, j'espère que vous avez la licence payante d'Excel, parce que ça doit être un beau foutoir. Vous pensez-vous être dans le top 5 des hommes les plus stressés de France ? Vous me le direz peut-être après. En tout cas, mon conseiller Crédit Lyonnais, quand il a vu l'état de mes comptes, il s'est mis sous l'exomile. Mais alors vous, c'est avec l'état des comptes de la France. Je me suis permise de vous offrir directement du Xanax. Bon courage. Merci. Merci Judith. Et alors, Laurent Saint-Martin ou Martin Saint-Laurent, vous reconnaissez dans ce portrait ? Oui, dans même ce qu'elle a dit de vous, Judith ? L'expression trait d'union que vous avez employée à la place de courroie de transmission me va bien aussi. Si elle est plus intelligible pour un certain nombre d'entre vous, alors avec grand plaisir aussi. Mais c'est vrai que, blague à part, c'est une fonction qui nécessite de parler avec tout le monde, les oppositions, la majorité, le gouvernement, le Parlement. Donc il y a ce côté effectivement au centre du jeu, non pas pour mettre tout le monde d'accord, parce que ça, ce n'est pas le débat démocratique, mais pour amener des arbitrages, présenter des avis, argumenter et faire voter en espérant que la majorité suive l'avis du rapporteur. Donc c'est effectivement une fonction intéressante à ce titre-là. Et alors en espérant qu'aujourd'hui vous allez nous dire des choses, vous allez dire des choses à nos auditeurs, notamment sur la crise dont on parle depuis un an comme ça toutes les semaines, puisque le débat d'ailleurs tourne aujourd'hui, Laurent Saint-Martin, autour d'un éventuel reconfinement. Est-ce que vous le jugez inévitable ? Ce qui est sûr, c'est que à la lumière des chiffres que l'on aura là dans les prochains jours et avec la tenue du Conseil de défense la semaine prochaine, il sera probablement nécessaire de faire des mesures plus restrictives. Et si cela doit passer par un confinement parce que c'est nécessaire, je n'y vois personnellement aucune difficulté. Je préfère qu'on adresse aux Français le plus tôt possible une direction claire sur ce sujet de reconfinement plutôt que nous laissions traîner effectivement certains faux suspens là-dessus. Mais ça dépendra des chiffres de la pandémie. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vous voyez les chiffres. Hein. Vous voyez qu'il y a à peu près 300 morts tous les jours, c'est-à-dire un Airbus qui fait un crash chaque jour, c'est quand même pas rien à l'échelle du pays. Est-ce qu'avec 20 000 cas de contamination, est-ce qu'il faut reconfiner d'après vous ? Et c'est la question que je pose aux citoyens, aux députés, et au rapporteur général du budget. Alors, le citoyen préfère savoir le plus tôt possible quelle sera la décision de l'exécutif. Le député pense que nous sommes en responsabilité, que nous devons assumer des mesures qui sont impopulaires, dont reconfiner si nécessaire. Dit autrement, si le couvre-feu à 18h ne permettait pas suffisamment de barrières, suffisamment de protection pour contrer la propagation de ces nouveaux variants. Et puis le rapporteur du budget dira que l'État sera de toute façon en soutien et que la situation que traverse actuellement notre pays, elle n'est déjà pas simple. N'oubliez pas que les restaurants, les bars sont fermés aujourd'hui. N'oubliez pas qu'un certain nombre d'entreprises ont une activité limitée, précisément liée au couvre-feu. Donc l'État est en soutien aujourd'hui. Si l'État devait l'être davantage demain avec un nouveau reconfinement, il le sera. Donc on va parler de ça. Le rapporteur du budget préfère dire que reconfinement ou pas, l'État sera en soutien. On va en parler justement des implications budgétaires, fiscales pour l'économie française et pour l'État. Mais sur le confinement, pour vous, la probabilité la plus forte,
c'est qu'il ait lieu ou pas? Je pense que c'est de plus en plus une hypothèse crédible, oui. Hypothèse crédible, ça veut dire qu'a priori, ça va avoir lieu, quoi. On va être confiné. Je pense que nous devons préparer les esprits à ce que cela arrive, mais encore une fois, nul ne le sait. Et c'est précisément parce que nous prenons des décisions à la lumière de l'évolution des chiffres et de la crise sanitaire que les décisions sont prises. Mais je préfère un pays préparé à l'hypothèse de reconfinement plutôt qu'une mauvaise surprise, parce que derrière, nous avons évidemment une société à réadapter à chaque fois par rapport à ces nouvelles annonces. Alors, hypothèse crédible, est-ce qu'on ne risque pas de fermer les écoles en cas de reconfinement? Je pense qu'il faut tout faire pour éviter la fermeture des écoles, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on l'a vu sur le premier confinement, le ralentissement économique et social que cela crée avec la mise en place d'activités partielles beaucoup plus importantes et le coût budgétaire que cela crée est bien supérieur quand les enfants et les jeunes ne vont pas à l'école. La mécanique est assez simple à comprendre. Les parents devant davantage s'occuper de leurs enfants à la maison, tout bêtement. Mais surtout, et c'est pour moi cela l'argument principal, le risque de rupture dans l'instruction d'un certain nombre d'enfants, et notamment dans les quartiers populaires dont je suis élu, à Villeneuve-Saint-Georges, à Valenton, à Boissy-Saint-Léger, là, nous mettons en risque ces jeunes dans un risque de discontinuité de l'éducation. Et ça, je crois vraiment que nous devons absolument tout faire pour ne pas pénaliser les enfants qui n'ont pas la chance parfois d'avoir une instruction à domicile de qualité, qui ne peuvent pas toujours suivre au même rythme si l'école est fermée. Et donc, il faut absolument permettre, autant que faire se peut, aux enfants d'aller à l'école. Donc, hypothèse crédible, le confinement, le reconfinement, école ouverte. Donc, école, ça veut dire école primaire, collège, lycée, et les universités, on ne peut pas les réouvrir. Ça, nous verrons bien, mais effectivement, la décision qui a été prise jusqu'à maintenant, c'est de faire une différence entre le secondaire et le supérieur, pour des raisons que chacun comprendra. Mais il y a quand même un sujet sur lequel je crois on doit s'arrêter, c'est le sort des étudiants. Il n'y a pas que le fait d'être majeur ou mineur qui tout d'un coup rend beaucoup plus facile à vivre le fait de ne pas aller en classe. C'est pour ça que le président de la République d'ailleurs a annoncé qu'il fallait au minimum 1 jour par semaine de présentiel à l'université. Mais comment on fait en cas de confinement? Mais ça, nous verrons bien comment les universités peuvent s'adapter. Et si nous devons pendant quelques semaines refermer intégralement puis revenir à un rythme de présentiel progressif, c'est ce qui sera fait. Je veux juste qu'on n'abandonne pas les étudiants pendant cette crise en considérant faussement que, comme ils sont jeunes, ils peuvent largement s'en servir. Comme ils ont accès aux outils numériques, c'est plus facile pour eux. Non, ça c'est un leurre. Les étudiants souffrent réellement, d'abord, risquent de tomber dans la précarité pour un certain nombre d'entre eux et souffrent de ne pas pouvoir voir leurs camarades de classe, voir des professeurs, créer la vie étudiante qui est aussi un épanouissement intellectuel important qui ne peut pas toujours se faire à domicile. Alors, c'est le citoyen, le député qui ont parlé. Maintenant, une question au rapporteur général du budget à l'Assemblée, Laurent Saint-Martin. Si donc, comme cela paraît désormais acquis, vous dites hypothèse crédible, la France devait être de nouveau confinée à la fin de la semaine prochaine pour au moins 3 semaines, combien va coûter ce confinement à l'État, au budget de l'État? Alors, d'abord, aujourd'hui, avec un couvre-feu à 18h et avec les situations de restriction actuelles, il faut savoir que les aides, je ne parle que de dépenses, je ne parle pas de manque à gagner pour l'État, les aides coûtent environ 6 à 7 milliards d'euros par mois à l'État. Si vous rajoutez le manque à gagner, puisque une entreprise qui fonctionne moins bien, évidemment, paye moins d'impôts. Chacun le comprendra. Exactement. On dépasse allègrement les 10 milliards d'euros par mois. Il faut bien comprendre. Donc, on dépasse les 10 milliards d'euros par rapport au couvre-feu. Non, aujourd'hui déjà, dans le cadre du couvre-feu. En ajoutant le manque à gagner fiscal et social et en ajoutant les dépenses supplémentaires, on est dans cet ordre de grandeur. Un confinement, si on est sur un schéma, je dis ça de façon tout à fait hypothétique, format mois de novembre dernier, alors cela va effectivement probablement coûter encore plus cher. Selon des chiffres qu'on nous donne, ça peut coûter 20 milliards, c'est ça ou pas ? Ça dépendra de la nécessité d'accélérer l'activité partielle ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que 10 milliards d'euros est un minimum sur un nouveau reconfinement. Non, mais 10 milliards, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en cas de confinement, c'est combien en plus ? Au moins 15 milliards ? Oui, je dis pas en plus, mais au moins 15 milliards de coûts par mois. Ça peut approcher les 15 milliards d'euros, toutes dépenses et non-ressources confondues. Et il faut comprendre que c'est un coût pour la collectivité, c'est ce que je dis toujours. Ce ne sont pas de l'argent que nous pouvons comme ça magiquement faire apparaître, c'est de l'endettement. Et à chaque nouvelle mesure de restriction sanitaire, c'est la collectivité qui emprunte ensemble et qui donc s'engage à l'avenir à la rembourser. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut que, bien ensemble, le quoi qu'il en coûte, nous comprenons que c'est une
nécessité, mais il faut aussi que nous prenions la mesure de ce que cela coûte à l'ensemble des contribuables et à la collectivité, quand bien même aujourd'hui l'État se porte garant. Alors on va parler dans quelques instants de la dette, du déficit budgétaire, de la dépense publique, mais d'abord, si donc on va vers ce nouveau reconfinement, il est annoncé, s'il est mis en œuvre, il faudra un nouveau collectif budgétaire. Il en faudra un, n'en point douter. Quand ? Probablement à la fin du premier trimestre. Aujourd'hui, avec... Donc fin du premier trimestre, ça veut dire pour le mois de mars, hein ? Fin mars, début avril, mais cela peut être accéléré, encore une fois, en fonction des besoins. Un collectif budgétaire, c'est-à-dire un projet de loi de finances rectificative, est apporté devant les parlementaires quand nous avons besoin de recharger les crédits, c'est-à-dire que ce que nous avions voté est insuffisant. C'est ce que nous avons fait déjà à 4 reprises dans l'année 2020. Si nous devions à nouveau réautoriser le gouvernement à dépenser des deniers publics là-dessus, par rapport à ce qui est aujourd'hui en caisse, si vous me passez l'expression, au niveau du budget général de l'État et de la sécurité sociale, alors effectivement, nous devrions probablement refaire un collectif budgétaire à la fin du premier trimestre, début du second trimestre. Avec quelles adaptations nouvelles relatives au plan de relance ? Est-ce qu'il y en aurait ou pas, pour vous ? Pour moi, il y a une chose qu'il faut bien dissocier, c'est la nécessité du plan de relance et les mesures d'urgence. Le plan de relance, c'est de l'investissement public et privé pour ceux qui ont des projets. Mais est-ce qu'il faudrait réorienter certaines orientations du plan de relance ? Je ne le crois pas. Je crois que le plan de relance garde tout son sens, malgré, hélas, les restrictions liées à la crise sanitaire. Il y a ceux qui ont aujourd'hui des empêchements et nous devons les aider par de l'aide directe, activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, annulation de cotisations sociales. Et puis il y a ceux qui ont déjà redémarré et qui peuvent redémarrer. Il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas dans la situation du printemps dernier. Il y a de la croissance dans un certain nombre d'activités. Tant mieux pour elles. N'allons pas les empêcher de redémarrer. Dans un certain nombre, dans un petit nombre d'activités. Dans un certain nombre d'activités, vous avez certains avec des services, secteurs vous avez en difficulté. Certaines industries qui peuvent retravailler. Et celles-ci, si elles ont des investissements à faire, il serait assez contre-intuitif et contracyclique de les empêcher de réinvestir. Nous avons besoin d'un redémarrage de la part d'une partie de notre pays. Et ceux qui peuvent le faire, le plan de relance doit les accompagner dès maintenant. Donc, je suis opposé à toute idée qui viendrait à dire le plan de relance est anachronique. Non, il faut assumer que l'investissement doit être fait en même temps que l'urgence. C'est vrai. C'est pas toujours très intuitif, mais c'est à mon sens nécessaire. Et par ailleurs, je crois que rediriger ce que nous avons voté pour le plan de relance et le remettre vers les aides uniquement d'urgence, ça serait faire perdre l'impact d'un rebond nécessaire d'un point de vue économique, social, pour l'investissement, pour l'épargne, pour ceux qui aujourd'hui ont besoin de consommer pour faire repartir notre économie. Alors tout ce public-là, entreprises, ménages, a besoin aussi de regarder vers un avenir positif, optimiste, et ça c'est le plan de relance et nous devons le faire vivre en même temps que nous avançons au fur et à mesure de la crise sanitaire. Reconfinement toujours, on se place dans cette hypothèse. Est-ce que vous jugez inévitable la fermeture des commerces dits non essentiels ? Alors la terminologie de commerce non essentiel, c'est pour ça que je dis non je ne l'utilise pas. Je pense effectivement qu'il va falloir, comme sur les derniers confinements, qu'il y ait une décision des autorités politiques, en Conseil de défense notamment, pour décider du sort des commerçants de manière générale et de regarder effectivement lesquels peuvent être gardés ouverts ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le dernier confinement, et c'est dur à dire pour les personnes qui sont professionnelles là-dessus, a marché. Ça a fonctionné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça a marché ? Ça a marché, c'est-à-dire que ça fait reculer l'épidémie. Ça a freiné la force de freinage du dernier confinement par rapport à l'avancée épidémique a été un succès. Et chacun le reconnaîtra. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que la France a plutôt mieux réussi en fin d'année 2020 que ses voisins européens. Donc nous commençons un petit peu à avoir des modèles de réussite dans le rétroviseur. Et d'ailleurs, la France n'a pas à rougir des choix qu'elle a fait en termes d'efficacité. Donc les commerçants, nous verrons bien par rapport à la nécessité de freinage que nous avons à faire avec notamment ce variant britannique. Mais si cela doit être fait, je suis sûr qu'à nouveau, grâce aux aides de l'État pour les accompagner, la majorité d'entre eux comprendront que parfois, par nécessité sanitaire d'abord et pour sauver des vies, effectivement, nous devrons encore pour quelques semaines probablement ralentir leur activité. Et qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites aux restaurateurs qui affirment, bon, déjà que pour eux, ils pourraient ouvrir, et deuxièmement, que 2 restaurants sur 3 2 restaurateurs sur 3 déposeront leur bilan d'ici la fin de la crise. D'abord, je comprends qu'ils souffrent, vraiment. Je pense que les restaurateurs sont dans une situation soit financière et psychologique extrêmement douloureuse et complexe depuis maintenant bientôt 1 an. Et ça, il faut quand même bien l'entendre. Nous les aidons financièrement, et ils le savent, et ils ont accès à
des aides publiques importantes, mais enfin, ça ne fait pas tout. Travailler, c'est aussi un état d'esprit. Travailler, c'est aussi regarder devant soi avec pour l'instant, il travaille avec un certain horizon devant nous. Donc, je comprends très bien leur désarroi. Je pense que nous pouvons sauver beaucoup de commerçants, de restaurateurs, de cafetiers, d'hôteliers avec les aides publiques. Mais ça veut dire que si vous dites ça veut dire qu'il y aura beaucoup de casses. Non, je pense que nous pouvons en sauver une grande majorité. Mais pour cela, nous devrons peut-être, c'est vrai pour la restauration, ce sera aussi vrai peut-être pour les stations de ski, mettre encore davantage d'argent dans les prochaines semaines. Parce que les stations de ski, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires en moins pour l'ensemble des acteurs, puisque les stations de ski ne rouvriront pas, et c'est 18 000 salariés qui sont concernés. C'est un secteur qui est effectivement à risque, puisque si nous venions à reconfiner, le risque d'année blanche, comme on dit, pour leur activité serait réel. Et là, à ce moment-là, il faudra effectivement que l'État soit au rendez-vous pour les accompagner. De quelle manière ? Il faudra qu'il y ait des aides publiques comme à nous l'avons fait. À hauteur des 10 milliards de chiffre d'affaires perdus ? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous donner un montant, puisqu'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement selon quelles pertes nous aurions aujourd'hui à répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons, par exemple, mis en place sur les parcs de loisirs, qui ont toutes leurs charges fixes totalement remboursées à partir d'1 million d'euros d'activité. Évidemment que ce genre de mécanisme pourrait être dupliqué typiquement pour les stations de ski si celles-ci venaient à subir une année blanche. Donc ça veut dire à partir d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, toutes les charges seront remboursées par l'État. C'est une idée. En tout cas, c'est ce que Bruno Le Maire a déjà proposé aujourd'hui pour un certain nombre d'activités. Il y a aussi un autre problème qui est évoqué par les acteurs qui subissent cette crise, c'est le problème des assurances. Oui. Certains acteurs, notamment les restaurateurs, considèrent qu'elles ne jouent pas leur rôle, notamment dans le cadre de l'assurance responsabilité civile. Qui est-ce qui a raison ? Est-ce que ce sont les assurés ? Est-ce que ce sont les assurances ? Est-ce que vous demandez aux assurances de faire un geste complémentaire ? Je vais répondre précisément à votre question. Juridiquement, ce sont les assureurs qui ont raison en termes de contrat. Mais sociétalement... Même si certains contrats disent le contraire. Mais sociétalement... Sociétalement, je pense qu'ils ont raté le coche, si vous me passez l'expression. Vous savez, la crise que nous traversons... Comment vous expliquez la traduction de « ils ont raté le coche ». Je vais préciser. On traverse une crise où il faut que chacun fasse un effort. Chacun fasse un effort. Et quand bien même un contrat d'assurance ne permettrait pas de couvrir les risques liés à une épidémie, je peux l'entendre, c'est écrit dans les contrats, la plupart du temps, c'est vrai. Pour autant, on aurait pu attendre du secteur assurantiel davantage d'aides. Ils auraient pu d'eux-mêmes revenir sur les augmentations de primes d'assurance. Ils auraient pu d'eux-mêmes participer au fonds de solidarité de façon tout à fait volontariste et ambitieuse. J'ai l'impression, comme rapporteur du budget, que texte après texte, nous avons dû systématiquement contraindre le secteur assurantiel à participer à l'effort national. C'est moins venu de leur part que d'une pression politique. Dernière en date, avec Bruno Le Maire, nous avons permis à ce que les assurances n'augmentent pas les primes pour l'année 2021 sur les secteurs dits prioritaires. La liste S1, c'est-à-dire les hôteliers, les cafetiers et tous ceux qui sont empêchés administrativement. Est-ce que vous leur demandez aujourd'hui ? Je pense qu'ils doivent aller plus loin. De quelle manière ? Parce que rappelez-nous la somme qu'ils ont mis dans la caisse commune, on va dire. Si on mélange tout, on est à plus de 3 milliards d'euros. Oui. Mais si on mélange tout, c'est-à-dire de l'investissement aussi dans des entreprises, moi j'aurais aimé que le secteur assurantiel soit au plus près des petits. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire quelle somme ? Ça veut dire, je pense que le fonds de solidarité, par exemple, aurait pu être largement plus abondé par les assureurs que ce qu'il a été. Il aurait pu être abondé à hauteur de plusieurs milliards d'euros, c'est-à-dire l'ensemble de la baisse de sinistralité, par exemple. Plusieurs milliards d'euros, c'est flou, ça veut dire quoi ? Plus proche de 10 milliards que de 3, ça veut dire quoi ? Non, plus proche de 3. Mais c'est surtout, si vous voulez, c'est pas qu'une question d'argent. Parce que l'État le fait, ce travail-là. C'est aussi une question de contrat de confiance. Peut-être de citoyenneté, quelque part. Absolument, de société. Un acteur privé, quand on traverse la crise que l'on traverse actuellement, doit aussi entendre qu'il doit participer d'une manière peut-être un peu différente que d'habitude. Et je vais vous prendre un contre-exemple. Je trouve que le secteur bancaire, pourtant, nous ne sommes pas avares de critiques auprès du secteur bancaire en général. Je trouve que le secteur bancaire a joué le jeu pendant cette crise. Les prêts garantis par l'État, ils les ont distribués à prix coûtant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de marge dessus. Et je trouve que dans la très grande majorité, les banques ont accepté de faire ce rôle-là, c'est-à-dire de faire travailler leurs équipes pour distribuer du crédit garanti par l'État, certes. Mais enfin, c'est eux qui ont travaillé pour faire circuler cet argent dans la trésorerie des entreprises. Eh bien, je trouve que sur cette crise,
entre le secteur bancaire et le secteur de l'assurance, il n'y a pas eu le même volontarisme, il n'y a pas eu la même volonté d'aider les pouvoirs publics à accompagner tous les secteurs en difficulté. Ça s'améliore pour les assureurs, mais je pense qu'ils auraient dû le faire plus tôt. Alors, autre question au rapporteur général du budget, ça concerne les conséquences budgétaires de cette crise et du reconfinement qu'on nous annonce. D'abord, la croissance qui est prévue à 6% en 2021, est-ce que cet objectif est compatible avec un reconfinement ? Chaque nouvelle mesure restrictive rend de plus en plus difficile l'objectif de 6% de croissance. Oui. Nous serions plus proches des 5% que des 6% s'il y avait un nouveau confinement. C'est indéniable. Donc un point de moins, c'est pas rien. Un point de moins, c'est pas rien. Un point de moins, c'est pas rien. Ne serait-ce qu'en termes de recettes fiscales. Recettes fiscales en termes aussi d'emploi et de chômage. En termes d'emploi, de chômage et en termes de dépenses complémentaires, puisque tout ce que nous ne gagnons pas, nous devons, de façon double peine, si vous me passez l'expression, aussi l'octroyer aux entreprises en difficulté. Un point de moins, c'est en tablant sur 3 semaines de reconfinement ou plus de 3 semaines. Oui, à peu près sur 3 semaines. Donc ça veut dire que si c'est 6 semaines de reconfinement, c'est 2 points en moins ? Oui, ou 1,5 point. Ça dépendra en fait de qui est empêché. C'est toujours la même chose. C'est pour avoir ces données-là avec exactitude, il faut connaître les conditions du confinement et qui est impacté. Nous pouvons, je crois, après 1 an de crise sanitaire, mieux affiner les conditions de confinement et faire en sorte qu'un maximum d'activités reste au travail. Avec le télétravail, avec un certain nombre de protections qui se sont améliorées, je crois que nous ne revivrons jamais le confinement version mars-avril 2020. Et c'est heureux, parce que là, nous avions effectivement une baisse d'activité quasi totale et un coût pour la collectivité extrêmement lourd. Et une force récessive de ce premier confinement qui nous a amené à avoir une croissance négative sur l'année 2020 à près de 10 points. Donc nous devons aujourd'hui, en 2021, être très ambitieux sur le rebond, rester avec un cap de la croissance la plus importante possible, mais effectivement, avec un risque de reconfinement, nous serions davantage sur 5% de croissance plutôt que 6%. Donc 5%, on va préciser les choses, 5% si c'est 3 semaines de reconfinement, entre 4 et 4,5 de croissance si c'est 6 semaines de reconfinement. Oui, même si aujourd'hui, à nouveau, nous n'avons absolument aucune visibilité sur les possibilités. Ce sont des hypothèses, en tout cas, confinement. Dont on parle. Autre question, autre conséquence, celle sur la dette. Pour combien de temps encore en a-t-on avec un déficit à plus de 3%? Longtemps. C'est-à-dire 5, 10 ans, 15 ans? La crise que nous traversons ne se résoudra pas en termes de finances publiques en 10 jours, en 10 mois, mais nous parlons plutôt en dizaines d'années. Dizaines d'années, hein. Oui, ça veut dire ça peut être un siècle? Ça veut dire que si nous ne trouvons pas les conditions d'un retour de croissance fort, avec des réformes structurelles qui nous permettent aussi de baisser un certain nombre de dépenses publiques, alors effectivement, nous n'arriverons pas à stabiliser l'endettement et à le réduire. Donc nous avons une responsabilité collective. Et ça, il faut que les Français en soient conscients. L'endettement public nécessaire pour faire face à la crise, il est massif. Il est massif. Nous passons de 100% d'endettement de PIB à 120% d'endettement jusqu'à maintenant. Et cela peut augmenter. Et attendez, j'ai une précision. Ça peut augmenter, ça veut dire qu'avec un éventuel reconfinement, ça peut aller jusqu'à quel niveau? Ça veut dire que nous pouvons aller jusqu'à 122, 123, 124% d'endettement si nous devions continuer sur cette tendance de baisse de recettes et de dépenses complémentaires. Alors attendez, pour nos auditeurs, il faut quand même expliquer ce que ça veut dire. Absolument. 100% de dette, d'endettement, qu'est-ce que ça veut dire? 120%, qu'est-ce que ça veut dire? Et 122, 123, 124%, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça implique? D'abord pour le budget de l'État, mais surtout pour les Français. Il faut que nos auditeurs entendent qu'un pays qui s'endette de plus en plus est un pays qui devient de plus en plus dépendant un pays en faillite, vis-à-vis qui de risque ses la créanciers. faillite. La France est, comme nous le disons sur les marchés, une signature excellente. Il n'y a aucun risque de faillite de la France, ni maintenant, ni dans les prochaines années. Aujourd'hui, vous avez une situation sur les marchés internationaux qui est paradoxale, et c'est ce pourquoi nous empruntons à des taux négatifs, qui est que vous avez des gens qui ont besoin de placer de l'argent. Ils ont besoin de placer de l'argent. Donc, là où on met de l'argent de façon assez sécurisée, presque comme un coffre-fort, ce sont dans les États. Et dans les États de qualité, qui savent démontrer une capacité de rebond. La France en fait partie. La France fait partie des meilleures signatures mondiales. Et donc, ces gens-là nous prêtent. Et ils nous prêtent tellement qu'ils payent pour nous prêter. Et aujourd'hui, la France a une capacité, mais c'est très important, parce que la France, aujourd'hui, a une capacité à s'endetter qui ne souffre d'aucune difficulté pour faire face à la crise. Est-ce pour autant une potion magique indolore? Non. Pour autant, nous devrons rembourser cette dette. Si vous prêtiez, monsieur Aziza, à la France, vous exigeriez qu'elle vous rembourse. Et c'est normal. Alors, justement, une question, un certain nombre de dirigeants politiques et éventuellement même d'économistes ou de commentateurs disent la dette, il faut l'effacer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et donc, il faut la rembourser. Alors, comment on rembourse la dette Covid? Sur combien de temps? Et est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts? On est quand même à 15 mois d'élection présidentielle. Est-ce qu'au lendemain de l'élection présidentielle, on ne nous annoncera pas un impôt Covid? Alors, ce sont deux questions différentes. D'abord, l'annulation, l'effacement des dettes, ça s'appelle sortir de la zone euro. Aujourd'hui, nous avons un consensus de politique monétaire avec la Banque Centrale Européenne qui rachète sur le marché secondaire les titres de dette de la France et des autres pays. D'accord ? Et effectivement, le gros de l'endettement dit Covid, aujourd'hui, est dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. C'est utile, ça permet d'abaisser les taux, d'abaisser les spreads, comme on dit techniquement, et donc d'avoir aujourd'hui pour la France un des taux d'intérêt extrêmement bas. Ça participe au mécanisme que j'ai dit précédemment. L'annuler, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ce qui est dans la Banque Centrale Européenne n'existe plus. Donc c'est contraire au traité. Ça voudrait dire que si la France le faisait de façon unilatérale, elle sortirait immédiatement de la zone euro. Et alors ? Je crois qu'aucun de nos concitoyens qui comprend un petit peu dans quelle situation nous sommes et où nous allons, ne souhaiterait aujourd'hui que nous sortions de la zone euro. Alors donc, maintenant, comment on la rembourse, cette dette ? Puisque de toute façon, comme vous le dites, il faudra la rembourser. Sur combien d'années ? Sur quel délai ? Et on nous dit, il n'y aura pas d'impôt, on ne veut pas augmenter les impôts. Est-ce qu'il n'y aura pas un impôt Covid après la présidentielle ? La dette, d'abord, elle se stabilise. Et cela prend du temps. Je peux vous garantir que d'ici à la fin de notre mandat, notre endettement ne pourra pas décroître. C'est trop tôt. Donc il continuera. Donc on sera toujours à quoi ? 122, 124%? Entre 120 et 125%. Pas au-delà? Probablement pas au-delà. Probablement pas, mais ça peut être au-delà. Vous savez, je n'insulte pas l'avenir. Vu la situation sanitaire que nous traversons, je pars du principe que je n'interdis jamais aucune hypothèse. En gros, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Mais le plus crédible reste aujourd'hui de maîtriser un endettement entre 120 et 125% d'ici la fin du mandat. Il faudra après le stabiliser et le décroître. Pour votre question, augmenter les impôts en sortie de crise est ce qu'il y a de plus contre-productif, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises. Vous empêchez le rebond quand vous faites ça. Vous dites à une entreprise, on va vous taxer plutôt que de vous encourager à investir. C'est l'inverse qu'il faut faire. On dirait à un ménage, on va vous taxer votre épargne plutôt que vous inciter à consommer. C'est l'inverse qu'il faut faire. Là où votre question est bonne et où beaucoup de Français se posent la question, c'est comment est-ce qu'on rembourse si on n'augmente pas les impôts ? Il y a d'autres manières de faire. Je crois qu'il faut faire le choix de la croissance la plus forte possible. C'est pour ça que le plan de relance, à 100 milliards d'euros, est un investissement pour booster notre croissance. Plus 1,5 point de croissance par an, avec ce plan de relance, c'est la modélisation de ce que nous avons voté. Il faut arriver à quel taux de croissance pour que la dette soit supportable par le pays ? De façon structurelle. Ouais. De façon structurelle, il nous faut une croissance à plus de 2 points. Plus de 2 points par an sur combien d'années ? Il nous la faudrait de façon durable. Mais surtout, il n'y a pas que la croissance qui peut jouer là-dessus. Il nous faudrait aussi des réformes structurelles nécessaires. Ça veut dire quelque part une suppression de fonctionnaires ? Alors, la réforme de l'État à travers la baisse du nombre d'agents publics est nécessaire, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la baisse de la dépense publique. Alors, il y a aussi la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Il faut faisable avant le quinquennat ou pas ? Pas faisable avant la fin du quinquennat. Les deux, c'est pas réaliste. Assurance chômage et retraite. À mon sens, non. En revanche, c'est à l'agenda du prochain quinquennat, sans aucun doute. Je ne vois pas aujourd'hui, avec la crise que nous traversons, comment nous pouvons mettre les conditions du dialogue social suffisants et satisfaisants pour amener des réformes aussi difficiles à mener, parce qu'elles sont difficiles à mener, et aussi en termes de calendrier parlementaire, je ne vois pas à quel moment nous pourrions avoir le temps de discuter de cela d'ici la fin du mandat, tant l'agenda est déjà complexe. En revanche, si je dis ça, c'est pas pour politiquement poser des jalons, c'est parce que notre pays en aura besoin. Nous devrons, d'une manière ou d'une autre, travailler plus. Mais ça veut dire quoi, travailler plus ? Ça veut dire que nous devrons trouver les voies et moyens avec les partenaires sociaux pour qu'il y ait davantage de cotisations, pour qu'il y ait davantage de conditions pour mettre à l'équilibre notre système de répartition. Une précision à vous demander. Travailler plus, ça peut vouloir dire travailler plus de manière hebdomadaire, de manière annuelle ou tout au long de la vie, et donc allonger l'âge de départ à la retraite, c'est ça ? Quelle est l'option la plus plausible ? Alors, la plus plausible, je ne saurais vous dire. Ça dépendra des négociations qui auront lieu un jour, et je ne sais pas vous dire, évidemment, si c'est nous qui les mènerons après 2022. En revanche, ma conviction personnelle à moi, c'est que la France a un déficit de travail au long de la vie. Ni hebdomadaire, contrairement à ce qu'on peut penser, ni mensuel, mais plutôt au long de la vie. Donc c'est l'âge de départ à la retraite. Donc c'est plutôt en fin de vie active, effectivement, qu'il faudrait regarder le problème de près. Si, et seulement si, permettez-moi de préciser quelque chose de très important, nous mettons
en place, enfin dans notre pays, un système de formation, notamment pour ce qu'on appelle les seniors sur le marché du travail. J'aime pas trop ce terme, mais ce sont ceux qui ont plus de 55 ans pour qu'ils puissent retrouver un travail de façon beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il serait indécent de dire travailler plus alors que nous ne savons pas trouver de l'emploi. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron faire campagne sur le thème travailler plus, après la crise que nous sommes en train de subir? Est-ce que vous trouvez que travailler plus, c'est une insulte? Non, mais moi, je ne parle pas pour moi. Je sais bien, c'est une question rhétorique. Voilà. La valeur travail est au centre de ce que nous faisons depuis 2017. Il n'y a aucune honte et aucune insulte à dire aux Français que, le travail doit être repensé et nous devons peut-être reconsidérer de façon différente le travail dans notre pays. C'est pas que la durée, le travail, c'est aussi l'améliorer les qualités de vie au travail, c'est aussi être davantage dans le partage de valeur au sein d'une entreprise. Ce sont plusieurs choses. Ce n'est pas que les sujets de travailler plus au sens heure, c'est travailler mieux. Et le travailler mieux, je crois effectivement que ça peut être un bel axe de campagne d'une prochaine élection présidentielle. Alors, en dehors de votre casquette de rapporteur général du budget à l'Assemblée, Laurent Saint-Martin, vous êtes aussi coordinateur de la campagne d'En Marche en Ile-de-France. Est-ce que la décision la plus sage en raison du contexte sanitaire ne serait pas de reporter les élections régionales qui sont pour l'instant prévues, même si le projet de loi n'a pas été encore voté à l'Assemblée et au Sénat, donc qui sont prévues en juin prochain? Il faut faire très attention à ne pas confiner la démocratie. J'insiste là-dessus. Je comprends très bien donc ça veut dire ne pas les reporter? À mon sens, oui. Un report serait peut-être envisageable en cas vraiment d'incapacité à faire campagne. Nous n'en sommes pas là. Et attendez, parce qu'une campagne, ça débute quoi, 2-3 mois avant l'élection, oui. Donc ça débute vers le mois d'avril. Oui. Hein, si en avril, on n'est pas sorti de la crise, il est impossible de faire campagne, il faudra donc reporter l'élection. Nous aurons une clause de revoyure, comme on dit à ce moment-là. Je suis vraiment engagé pour que cette campagne et ces élections aient lieu. Pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons démocratiques. Il est sain que nos électeurs puissent voter malgré la crise. Il est sain que des électeurs puissent entendre des candidats faire des propositions pour leur avenir. Et dans le cadre des élections régionales, en ce qui me concerne l'Île-de-France, il est sain que les Franciliens puissent entendre différentes voix pour porter un projet pour l'avenir du quotidien des Franciliens. Et il serait dangereux de confiner notre pays en se disant qu'il n'y a plus que la crise jusqu'à l'élection présidentielle. Moi, personnellement, j'y suis opposé. Nous devons tout faire pour rendre ces élections possibles, quitte à adapter un certain nombre de choses pendant les campagnes. Par rapport au vote, par rapport à quoi? Oui, discutons-en dans le texte qui arrive à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Vote par correspondance, ça me semble un petit peu tardif. En revanche, faire des campagnes de manière peut-être un peu différente, forcément un peu plus à distance, et donc avec des conditions et des possibilités de le faire élargies et étendues, ça peut être une possibilité. Avec un risque, c'est qu'il y a encore moins de participation qu'au municipal. C'est un risque, effectivement. Donc, et si que les candidats... 10, 15, 20% de participation, c'est pas très démocratique. Vous avez raison, c'est un risque, mais je préfère que nous nous mettions autour de la table avec l'ensemble des responsables politiques pour regarder comment faire des campagnes dans des conditions exceptionnelles, plutôt que, de facto, se demander si ces élections ne doivent pas être reportées. Je préfère, pour résumer, qu'on se donne tous les moyens possibles pour que ces élections aient lieu, plutôt que d'abandonner. Alors, vous êtes donc coordinateur de cette campagne en Ile-de-France. Vu le contexte sanitaire, est-ce que c'est une décision sage pour Jean-Michel Blanquer de renoncer à être candidat en Ile-de-France? Je crois qu'il s'est exprimé là-dessus et je ne veux pas parler en son nom. Jean-Michel Blanquer fait partie d'un collectif et nous sommes plusieurs donc vous en faites partie aussi. Avec lui, avec moi, avec Gabriel Attal, avec Madame de Montchalin, Emmanuel Vargon. Non, mais est-ce que ça vous paraît logique qu'ils soient pas candidats? Nous sommes tout un collectif et nous avons créé ça depuis plusieurs semaines autour de Jean-Michel Blanquer qui était chef de file. Et qui dit... Ce qu'il a dit là, on a compris qu'il ne sera pas. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer à être le chef de file avec l'actualité sanitaire, spécifiquement dans l'éducation nationale. Je crois que chacun le comprendra. Il n'y a aucune polémique autour de ça et le collectif continue à travailler. Ça veut dire qu'il ne sera pas candidat. Est-ce que vous confirmez que Jean-Noël Stanislas Guérini, je me trompe de prénom, souhaite que vous soyez candidat, tête de liste, d'En Marche, en Ile-de-France? Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Je répète que nous sommes un collectif qui travaillons sur le projet depuis plusieurs semaines. J'ai proposé à ce que, si mes collègues et si les autres forces politiques partenaires de la majorité présidentielle trouvaient que cela avait un sens, j'ai proposé de ramasser le drapeau, comme on dit, c'est-à-dire de devenir le chef de file après Jean-Michel Blanquer. Si cela convient au collectif et si nous avons les conditions d'être réunis avec ce même combat et avec ces mêmes propositions fortes à proposer aux Franciliens, je le ferai. Vous l'avez proposé quand? Mais je l'ai proposé la fin de semaine de cette semaine-là. Et vous savez, ce n'est pas de la langue de bois que de dire que ce projet régional, nous le réussirons que de façon
collective. Et j'insiste sur ce terme-là. Il y a des listes dans les départements, il faut être au plus près des territoires, et il faut que chacun ait quelque chose à proposer. Moi, je crois, et c'est pourquoi je me suis exprimé là-dessus, je crois que nous avons un projet différenciant à apporter aux Franciliens. C'est ça qui est intéressant, c'est le fond. L'incarnation viendra. Si je dois le faire, je le ferai volontiers. J'en ai l'envie, j'en ai la détermination, et je pense que je peux rassembler avec le projet que nous avions initié avec Jean-Michel Blanquer. Vous en avez l'envie. Mais cela, nous devrons en discuter ensemble. Vous en avez l'envie, vous en avez la détermination d'être tête de liste d'En Marche et de la majorité présidentielle en Ile-de-France. C'est quoi votre plus par rapport aux autres ? Je pense que ma connaissance du tissu francilien par mes fonctions de rapporteur du budget, c'est-à-dire notamment à travers la crise que nous avons pu faire dans le financement des transports au cœur de la crise, que nous avons pu faire dans le financement des collectivités territoriales, apporte effectivement une compréhension assez accrue de la situation d'une collectivité comme le Conseil régional d'Île-de-France, avec ce qu'elle fait de bien, mais aussi avec ses carences. Et je suis aussi un élu de terrain du Val-de-Marne. Et il y a beaucoup d'élus de terrain qui ont envie de s'engager autour du projet de la majorité présidentielle. Et je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Si je dois être le porte-drapeau, et que c'est décidé collégialement, je le ferai. Mais à nouveau, l'incarnation viendra bien. Ce que nous avons à apporter collectivement, c'est ce qui fait la force de la majorité présidentielle. Ce sont nos valeurs. C'est un projet différenciant. Renouveler aussi les visages et les usages du Conseil régional, je crois que c'est une bonne chose. Et ça, nous le verrons dans les prochaines semaines. Et vous pensez que vous, tête de liste, candidat donc d'En Marche au régional en Ile-de-France, vous serez en mesure de battre Valérie Pécresse ? Je n'ai pas l'habitude politiquement de partir en campagne en me demandant si j'ai les capacités de battre ou de ne pas battre. J'ai pour habitude de partir en campagne avec des idées, avec des solutions à apporter au quotidien des citoyens qui sont concernés par l'élection, en l'espèce les Franciliens. Le score qui sera fait à la fin du premier tour, parce qu'il y aura une liste majorité présidentielle au premier tour, nous le verrons bien. Je veux qu'il soit le plus haut possible. Partir du principe qu'il est exclu d'être premier, considérer que d'avance le match est perdu, ce n'est pas tout à fait dans l'ADN de notre mouvement politique. Mais en tout cas, on sait quelle est la stratégie des autres partis pour les régionales au niveau national. En ce qui concerne En Marche, rien n'est vraiment clair. On ne sait pas si vous allez partir seul, allié à la gauche, à la droite, ainsi de suite. Est-ce que vous n'êtes pas reparti pour une nouvelle débâcle électorale comparable à celle que vous avez subie au municipal ? Il y aura deux grandes nouveautés par rapport aux élections municipales. Nous aurons des candidats, je l'espère, dans toutes les régions. Ce n'est pas à moi d'en décider, je ne suis pas le coordinateur national. Je crois que nous aurons des candidats partout, ce qui avait fait défaut peut-être à l'élection municipale. Surtout, nous partirons unis dans la majorité présidentielle. Et nous avons appris quelque chose des élections municipales, c'est que divisés, nous échouons. Rassemblés, nous gagnons. Il suffit de regarder les résultats. Nous serons rassemblés au départ, sur la ligne de départ, c'est-à-dire avec l'ensemble des partenaires de la majorité présidentielle, La République En Marche, bien sûr, mais aussi évidemment le MoDem, évidemment Agir, évidemment Territoire de Progrès. C'est pour moi une condition sine qua non au succès de ces élections. Le succès, vous savez, c'est quoi ? Le succès, c'est avoir défendu ses idées et avoir confronté nos valeurs et ce que l'on a à proposer aux autres candidats, et donc mettre en face chacun aussi avec ses responsabilités, et on verra le résultat. Alors après les régionales, c'est la présidentielle dans 15 mois. Elle va se jouer sur quoi ? Sur la crise sanitaire, sur le social, sur la sécurité, ou alors est-ce que ça va être un référendum pour ou contre Macron ? Vous savez, une campagne présidentielle. Est-ce que c'est pas le risque ? Dans notre pays, à chaque fois qu'il y a un second mandat proposé pour le président sortant, il y a forcément une part de référendum, vous voulez stop ou encore. C'est inhérent au principe de... Et aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui disent d'un président qui se représente. Il y a beaucoup plus de Français que l'on imagine qui disent aussi encore. Parce qu'ils voient bien que le chef de l'État est un capitaine au cœur de la tempête, il sait tenir le bateau France. Et ça, je crois que la cote de popularité du président de la République, qui monte systématiquement depuis le début de cette crise, en est le meilleur exemple. Et ce n'est absolument pas pour dire que nous faisons tout bien, qu'il n'y a aucune faute. Bien au contraire, nous faisons de multiples erreurs parce que la décision publique est extrêmement complexe en ce moment. Mais ce que je sais aussi, c'est que les Français sont reconnaissants de la difficulté de la décision publique et reconnaissent dans le chef de l'État sa capacité à agir et à être au cœur de la tempête, là où on l'attend. Et ça, je crois qu'elle se sera aussi beaucoup reconnue pour ça. Ceci étant dit, la campagne ne doit pas s'articuler uniquement autour de la gestion de la crise, elle doit aussi proposer des perspectives d'avenir dans un quinquennat futur. Alors au passage, est-ce que par rapport à ce contexte de prochaine présidentielle, est-ce qu'il a eu raison ou est-ce qu'il a eu tort de parler d'un pays de 66 millions de procureurs ? Est-ce que c'est pas une tâche qui va lui rester collée à lui pendant la campagne ? Je trouve intéressant que cette formulation ait tant marqué les esprits.
Dans quel contexte a-t-il dit ça ? Il était à Saclay et il parlait de la recherche. Et il a évidemment fait un parallèle entre l'erreur dans la recherche et l'erreur dans la décision publique. Chacun l'aura compris. Nous avons consacré dans ce mandat le droit à l'erreur, en droit. C'est la première fois que dans la loi existe le droit à l'erreur. Et je comprends le président de la République quand il dit que la France n'a pas une culture d'acceptation du droit à l'erreur et que cela doit encore peut-être davantage passer par de la proposition avec les décideurs plutôt que de l'opposition systématique. Et en fait, derrière cette expression qui a fait réagir, et c'est tant mieux parce que nous pouvons en discuter, il y avait plutôt une adresse aux responsables politiques, et notamment d'opposition, qui, quand nous disons rouge, répondent bleu, non pas parce qu'ils ont quelque chose de mieux à dire, mais parce qu'ils s'opposent directement et systématiquement à toutes... Je ne dis pas tous les opposants politiques, mais malheureusement, nous sommes dans un jeu, je crois, un peu trop systématique de dire que ce que fait le chef de l'État, ce que fait cette majorité est systématiquement mauvais parce que c'est cette majorité. Je crois que les Français jugeront aussi la capacité de ces mêmes opposants à avoir fait des propositions ou pas. Pour l'instant, je ne les ai pas beaucoup vus. Merci en tout cas Laurent Saint-Martin d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous. C'était le Forum Radio J, invité aujourd'hui Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, député du Val-de-Marne et coordinateur de la campagne des régionales d'En Marche en Île-de-France.